Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concrets. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Lending Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés et des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.lending.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Lending Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à mon micro, je suis enchantée d'avoir Margot Alèche. Elle nous vient d'Andorre, mais elle vit depuis 7 ans en Belgique et elle a travaillé pour plus d'une dizaine d'années sur les affaires européennes. C'est une vraie spécialiste. Elle a fait aussi un MBA à l'Institut français de mode et elle a une certification de l'Institut français de mode pour Sustainability. Donc, on s'est rencontrés via LinkedIn et c'était passionnant de l'écouter parler de toutes les réglementations et comment le secteur politique envisage l'industrie de la mode. Donc, je m'avance doucement sur une zone d'inconnu pour moi, mais une zone passionnante où j'espère vraiment que notre entretien et nos échanges pourront aider, éclairer les marques petites, moyennes ou grandes en Belgique ou ailleurs à mieux anticiper et à mieux prévoir les réglementations qui s'amènent, les discussions qui sont déjà en place aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des réglementations qui vont affecter le secteur dans la mode d'ici 2030. Tout à fait. C'est vraiment l'idée de viser un environnement industriel aussi plus vert, plus compétitif, plus moderne. Donc, on va parler de tout ça ensemble et je m'en réjouis. Mais avant tout, je pose ma première question un peu signature qui est, est-ce que tu peux te présenter, Margot, et nous dire ce que tu souhaitais faire quand tu étais enfant ? Bonjour Astrid, donc tout d'abord te remercier pour ton invitation et pour cette belle opportunité de parler de la réglementation européenne et de son impact auprès des marques de mode belges. J'adore les podcasts, j'adore le tien. Super. Donc je suis sûre que ça va être extrêmement intéressant de partager cette expérience avec toi. Et par rapport à ta question, qu'est-ce que je souhaitais faire quand j'étais petite ? Ben, quand j'étais petite, j'avais un peu ce côté Indiana Jones au féminin. Donc je voulais être un peu Sydney Fox. Je sais pas si certains de vous regardez la série Aventurière. Cette idée de décoder des textes, décoder des écritures qu'on ne comprend pas. Je sais pas si c'est peut-être un peu comme pour l'Union européenne, mais ouais, décoder les sigles, voilà. Les règles et voilà. Super, passionnant. Rentrons direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, au niveau des politiques, des décideurs, comment est considéré le secteur de la mode aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que la mode, on peut la considérer comme quelque chose qui fait partie de la société, qui fait partie de l'identité des personnes. Et au niveau européen, comment la mode est considérée plutôt sous le point de vue du textile. Okay. Tout cela a commencé avec l'idée
de la Commission européenne de diviser sa stratégie industrielle en plusieurs écosystèmes. Donc, il y en a 14 en tout. Et plus particulièrement, ce qui, je pense, sont intéressants pour la mode, ce serait celui des industries créatives, celui aussi du retail, celui aussi de l'économie sociale et enfin celui du textile. Et clairement, l'Union européenne et plutôt la Commission, qui est un peu comme le gouvernement de l'Union européenne, a choisi d'aborder la mode sous l'angle du textile. Avec la problématique d'une consommation qui pourrait être trop importante, trop polluante, et donc un objectif de pouvoir réglementer, réguler. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce que, par exemple, le Green Deal, le pacte vert, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, le Green Deal, c'est un programme de l'Union européenne pour mettre en place une Europe, pour que l'économie soit plus verte, plus durable, mais qu'elle reste compétitive. Et donc, à l'intérieur, il y a plusieurs actions. Et l'une d'elles, c'est le programme pour l'économie circulaire. Et là, à l'intérieur de ce programme, on va dire, le textile a été identifié comme des industries les plus polluantes. Donc, elle arrive en 4e place. Et après pétrochimie, après plusieurs industries bien lourdes. Et donc l'idée, c'est vraiment de rendre cette industrie du textile plus durable, plus performante, et pour cela de le faire ensemble avec les acteurs du secteur. Et concrètement, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le secteur plus clean, plus durable? Donc, concrètement, l'Union européenne, et dans ce cas-là, la Commission, elle a lancé un programme qui s'appelle la stratégie pour les textiles durables et circulaires. Et l'objectif de ce programme, c'est justement de rendre cette industrie plus durable. Et donc, une des parties les plus... Elle se divise en 4 piliers. Donc, nous avons une partie qui s'attache à l'éco-design, donc la conception pour que les produits soient plus durables, plus réparables, qu'il y ait des critères qui permettent cela. Aussi, ça a trait à la traçabilité. Donc là, on parlera de passeport numérique européen aussi, le fameux QR code. Qui devra donc être obligatoire, en fait, c'est ça, une sorte de QR code. Combien de temps ça va se mettre en place? Ça, la réglementation, ce règlement sur l'éco-design a été... il y a eu un accord entre les 3 institutions européennes, et donc il pourrait être approuvé en 2024. Et après, il y aurait des périodes... de tests, de mise en place. Des périodes de mise en place, aussi des périodes pour que l'administration des États membres se prépare. Et aussi, il faut que ce règlement, il s'agit d'un règlement qui est général, donc pour plusieurs produits, plusieurs chaînes de valeur, comme on dit dans l'Union européenne. Et là, il faut aussi qu'il y ait un texte qui soit spécifique au textile. Donc ça, c'est en cours de préparation. Ok, et donc ça voudrait dire concrètement, les marques devront avoir un QR code qui permet à n'importe qui le lit de voir la traçabilité, le suivi du sourcing de la matière, de la production, de l'assemblage. Les critères exacts qui seront dans le QR code ne sont pas encore arrêtés, mais c'est vraiment l'idée que il y a un signe qui soit ou bien sur l'étiquette ou bien sur une autre partie du produit qui permette de vraiment voir le cycle de vie du produit et de voir les substances, de voir s'il est durable, quelles sont toutes ces conditions. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mesures concrètes? Dans ce règlement, il y en a d'autres. Il y a aussi des mesures contre les invendus. Certes, ces mesures, elles seront appliquées à des entreprises d'une certaine taille. Pour le moment, elles ne seront pas appliquées aux petites et moyennes entreprises, mais ça pourrait arriver dans les prochaines années. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on taxera les marques qui ont trop d'invendus? C'est-à-dire qu'il y aura des sanctions
quand les marques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des sanctions, et aussi concrètement, l'Union européenne veut que les marques lui disent combien elles ont d'invendus et qu'elles échangent avec elles cette information. Donc, c'est des sujets qui sont assez délicats pour les marques. Il y a eu plusieurs levées de boucliers au niveau des associations qui représentent l'industrie pour justement demander que cela soit fait dans des conditions très spécifiques, que ces informations ne soient transmises qu'à la Commission européenne ou à des autorités précises. Et que ce soit des informations secrètes, en fait. Tout à fait. Les marques ne veulent pas qu'on sache combien elles ont d'invendus, quoi. Tout à fait. Et donc, à part l'éco-design, il y a aussi tout ce qui est aussi les mesures par rapport à la consommation et à la production. L'idée, c'est vraiment l'Union européenne souhaite protéger les consommateurs. Donc, par exemple, là, ils sont en train de réadapter un ensemble de directives pour renforcer la lutte contre le greenwashing. Okay. Et donc là, par exemple, ils sont aussi arrivés... Peut-être je vais expliquer les 3 institutions, ce qu'elles font. S'il te plaît, merci. Donc, l'Union européenne, elle a un processus législatif qui marche de la façon suivante. Tout d'abord, la Commission propose une loi ou une initiative qui peut être une loi ou pas législative. Et donc, à partir de là, ce texte, il va au Parlement européen et il va au Conseil de l'Union européenne, par exemple, qui représente tous les États membres siègent. Donc, dans le Parlement européen, il y a un rapporteur qui s'occupe d'un texte précis, et dans le Conseil de l'Union européenne, il y a la présidence qui change tous les 6 mois. Donc là, par exemple, c'est la Belgique qui a la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et donc, c'est la présidence, le rapporteur et l'unité qui s'occupent de ce sujet dans la Commission qui négocient ce texte ensemble. Et une fois qu'ils sont arrivés à un accord, tous les 3, ce texte peut être approuvé au niveau du Parlement et au niveau du Conseil de l'Union européenne. Okay. Et après, il est publié au journal officiel de l'Union européenne. Okay. C'est à partir de là que, pour les règlements, ça peut être 20 jours après, ils rentrent en vigueur. Mais pour les directives, comme ils doivent être transposés dans une loi par tous les États membres, ça peut prendre plus de temps et ça peut prendre des mois, des années. Ouais, bien sûr. Et ça prend un certain temps. Super. Tu parlais de levée de boucliers tout à l'heure. C'est des marques, donc j'imagine des gros groupes, des marques qui savent ce qui se passe et qui peuvent avoir des possibilités de lobbying, des possibilités d'experts qui payent, qui défendent leurs intérêts. C'est ça qui se passe concrètement? Tout à fait. C'était, par exemple, tu avais reçu Elke Timmermans, oui. qui avait parlé de l'EFA. Mais par exemple, l'EFA, qui est la European Fashion Alliance, ils avaient fait un document de position, justement, où ils analysaient ce règlement sur l'éco-design et où ils expliquaient, ça, on trouve que c'est bien, on est d'accord avec ça, mais ça, on pense que pour que ce soit applicable et que ça ne cause pas de problème au secteur, il faut que ce soit plutôt fait de cette façon ou d'une autre. Ouais. Et donc, il y a l'EFA, il y a une autre coalition qui s'appelle Sustainable Apparel Coalition. Et il y a aussi une autre qui représente plus le luxe, qui est l'EXIA, European Creative Industries. Donc là, par exemple, vous avez les grands groupes connus comme LVMH, Chanel, etc. L'EFA, c'est plus des créateurs. Et Sustainable Apparel Coalition, vous avez beaucoup de gens à l'intérieur des marques comme H&M, d'autres marques comme ça. Et au niveau belge, est-ce qu'il y a des acteurs ou des organisations qui se mettent en place, des gens vers qui les marques peuvent se retourner pour essayer d'être informés, d'aussi prendre la parole, d'avoir quelque chose à dire et de donner voix aux marques belges? Donc au niveau belge, par rapport au textile, donc c'est toujours divisé en 2 parties. Plutôt le textile, vous avez des organisations
organismes comme Fedustria. Et après, par rapport à la mode, vous avez les 3 agences où il y a Flanders DC, où il y a MAD, Bruxelles et AWEX, WBDM. Et après, c'est par exemple le Flanders DC. Ils sont représentés dans l'EFA. Ils sont membres de l'EFA. Et Fedustria, ils sont membres de Ratex, qui est la confédération du textile européen. Ok. Et toi, Margot, avec Faire Salon, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu mets en place, ce que tu veux faire et vers quoi tu tends ? Oui, moi, mon objectif avec Faire Salon, c'est vraiment d'aider les personnes de l'industrie de la mode qui ont des idées novatrices, créatives et durables, à les faire connaître des décideurs européens et justement à trouver des financements ou des moyens de les mettre en place au niveau de l'Europe. Super. Et est-ce que tu as déjà des exemples concrets de choses qui se mettent en place en Belgique pour essayer de représenter une mode plus verte, plus moderne, plus compétitive ? Il y a plusieurs exemples justement par rapport, on parlait de comment les acteurs de l'industrie pouvaient participer. Moi, je trouve un moyen qui est très intéressant pour moi, c'est tout ce qui est programme européen et projet européen. Donc là, par exemple, il y a un projet européen qui s'appelle Regio Greentex, qui est subventionné justement par l'Union européenne au titre d'un programme et qui permet... Et là, dans ce programme, il y a un consortium et après il y a plusieurs acteurs comme une entreprise qui s'appelle Quest Studio dont fait partie Soraya Vancourt qui participe dans ce projet et ce qu'elle fait elle concrètement c'est que elle est designer et elle met en place des business models qui se basent sur la circularité pour aider justement les différents acteurs à mieux recycler leurs vêtements ou à penser l'usage de leurs vêtements. Et pour moi, cela, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'était l'exemple dont tu me parlais en off, de pouvoir proposer des t-shirts pour des événements. Voilà. Genre par exemple des courses, moi c'est vrai que je fais régulièrement des courses où on reçoit des t-shirts et après c'est triste à dire mais parfois on les voit tous dans la poubelle ou sur les... Ouais. Donc du coup il y a ces événements où ça peut être sympathique d'avoir tous le même t-shirt, qu'elles puissent les proposer, enfin les louer quelque part, qu'ils soient avec un logo, avec la date de l'événement et qu'ensuite elles les récupèrent pour les recycler enfin pas les recycler mais les réutiliser, donc les nettoyer évidemment et puis les réutiliser avec du coup un autre logo et pour un autre événement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ce qui ça permet justement de personnaliser des vêtements qui auront un usage court, mais après de les récupérer et ainsi de prolonger leur durée de vie. C'est déjà une bonne initiative. Donc, en effet. Je trouve que oui, et justement Soraya, elle participe dans ce projet et une partie de son projet est financée par l'Union européenne. Ok, cool. Voilà, c'est une façon aussi pour des entreprises qui ont des idées de faire évoluer leur projet. Et d'être soutenues, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments clés que tu veux partager avec nous ce matin ? Oui, par rapport à la stratégie du textile, je voulais aussi vous parler des autres parties de cette stratégie. Bon, il y avait l'éco-design, donc on a parlé, qui est extrêmement important. Le greenwashing, donc on a déjà parlé un peu. Et après, il y a aussi un autre chapitre. Le greenwashing, c'est en fait le fait d'abuser, le fait d'exagérer, d'utiliser un argument de sustainability, en fait, pour se faire valoir. D'induire le consommateur en erreur. On lui fait croire qu'il sauve la planète, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et Margot me montrait l'exemple de Stan Smith, de Adidas, qui avait une photo avec Stan Smith qui écrasait une bouteille de plastique et où il y avait écrit que, en gros, si tu achètes une Stan Smith, tu permets d'éviter de mettre fin à l'utilisation du plastique,
ce qui est en effet vraiment grossier et mensonger. Et tu racontais, tu me disais que Adidas avait été puni et avait dû payer une amende pour ce genre de... Donc ça, c'est aussi l'émission de l'Union européenne, de la Commission. C'est l'émission de l'Union européenne, mais les amendes, ça se fait plutôt au niveau des États membres. Ouais, c'est-à-dire, il y a le cadre qui est à travers une directive, et après, chaque État transpose cette directive au niveau national à travers des lois. Et là, par exemple, je regardais en Belgique, les sanctions, si vous faisiez ce type de publicité mensongère, on va dire, ça pouvait aller jusqu'à 80 000 euros ou 4% de votre chiffre d'affaires annuel. D'amende. Wow. Et on va prendre le plus élevé des deux. Donc, pour vous donner une idée. Mais aussi, peut-être la bonne nouvelle, c'est que les autorités aussi publiques belges et dans les autres États membres aussi, mettent en place des lignes directrices pour expliquer comment identifier cela et éviter aux marques de faire ce genre d'erreurs. Tout à fait. Oui, l'important, c'est vraiment de former, d'accompagner toutes les marques vers ces réglementations. Donc, tu disais éco-design, greenwashing, d'autres piliers ? Oui, il y avait aussi le pilier déchets. Donc là, comme vous avez peut-être pu le voir en France et aux Pays-Bas, il y a ce qu'on appelle des éco-organismes qui permettent de mettre en place le fameux principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire que, étant donné que les industries de la mode, lorsqu'elles mettent sur le marché des vêtements, on peut considérer qu'une partie va être invendue, aura besoin d'être recyclée, aura besoin d'être gérée. Mais on a décidé que il y aurait une contribution de ces metteurs de ces entreprises pour aider après le recyclage et aussi pour aider à prévenir les déchets. Ouais. Et donc en France, ça s'appelle Refashion. Et là, en préparant ce podcast, je regardais en Belgique, il y a aussi un organisme qui s'appelle CircleTex. CircleTex qui est en phase de construction et qui fait un peu la même figure que ce qui se passe en France, par exemple. Ok, et donc c'est par exemple essayer de faire en sorte que les collections soient moins grandes, qu'il y ait moins de propositions de couleurs, moins de propositions de diversité de matières, que ce soit moins étendu, que les marques proposent une offre moindre sur le marché. C'est ça concrètement ? L'idée, c'est vraiment de faire que les entreprises ils rationalisent ce qu'ils mettent sur le marché et par exemple si vous avez des méthodes comme la précommande ou des choses de ce type-là, vous pouvez avoir aussi des avantages. Ouais. Donc, mais là, quand on pense à ces immenses collections et à cet extrait, on pense tout de suite quand même à la fast fashion, où, je sais pas, dans un H&M, on peut trouver peut-être 25 jupes noires différentes, quoi. Et donc, ce serait ce genre de choses, d'essayer de limiter l'offre, qu'il y ait que 8 offres de jupes noires, par exemple, et que les gens puissent trouver leur bonheur dans ces 8 modèles, quoi. Et qu'il n'y ait pas toujours une exagération des pièces proposées. Et c'est aussi le fait qu'actuellement en Europe, il n'y a pas encore toutes les ressources naturelles les ressources pour gérer ces déchets. Et souvent, parfois, on les envoie dans des pays d'Afrique ou dans d'autres pays ou dans le désert d'Atacama, par exemple. Ouais. Et ça affecte toute la planète dans son ensemble. Bien sûr. Donc l'idée, ce serait de recycler tous les invendus, soit de prévenir ou soit dans le cas où c'est mis dans le marché, de vraiment de recycler ou de upcycler, de trouver d'autres usages. Recycler les pièces d'invendus, ça c'est quelque chose qui arrive à grands pas évidemment. Ouais. Mais après, moi pour travailler avec de nombreuses marques, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui va bien se vendre ou pas se vendre, mais ça fait de toute manière trop de pièces sur le marché, quoi. Donc déjà, encourager les marques à faire moins, quoi, quelque part. Tout à fait. Et ça, c'est aussi je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains articles du règlement de l'éco-design qui ont trait aux invendus, ils ne parlent pas, ils ne s'appliquent pas aux petites entreprises. Ouais. Donc, ils s'appliquent
s'applique à des entreprises de taille plus importante. Et c'est peut-être aussi une des raisons. Mais je pense que ce qui serait important aussi dans ce cas-là, c'est que toutes ces marques qui ont ces difficultés, ce serait intéressant aussi qu'elles trouvent un moyen de relayer ces préoccupations au niveau européen. Tout à fait. Même si on est conscient qu'elles ont beaucoup de choses à faire déjà et elles sont très occupées, mais ce serait quand même important de pouvoir relayer cela. La problématique que moi je connais aussi, c'est que les marques sont obligées par leurs fabricants de produire 100 pièces minimum. Que la marque elle-même pourrait dire non, moi avec 50 ça va, mais la problématique c'est le fabricant qui dit moi je lance pas ma machine, je fais pas travailler mon employé qui me coûte cher pour 50 pièces. Donc du coup il y a aussi cette pression qui vient là des fabricants, donc il faudrait pouvoir aussi soutenir ces fabricants. Et en Europe on trouve encore des fabricants qui travaillent pour des petites quantités, mais en Chine par exemple ce ne sont que des très grandes quantités. Et voilà, et pour ces raisons économiques, donc il faudrait aussi pouvoir soutenir les fabricants à produire moins, quoi. Et c'est pour ça aussi que l'Union européenne, lorsqu'elle a mis en place cette stratégie pour les textiles durables et circulaires, elle a aussi lancé ce qu'on appelle un parcours de transition, qui est une espèce de forum qui permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, de pouvoir échanger avec l'Union européenne, avec les décideurs politiques, et justement de parler de ça et de trouver peut-être des business models qui permettent d'éviter ce genre de... Et si des marques qui nous écoutent sont intéressées justement sur ces plateformes de discussion, d'échange, pour pouvoir aussi faire entendre leur voix, où se diriger ? Il y a plusieurs points d'entrée. Donc il y a tout d'abord la Commission européenne qui a son site, mais moi je leur conseillerais peut-être de parler avec un professionnel ou avec quelqu'un qui puisse leur permettre... Qui concrètement en fait ? Vers qui se tourner concrètement ? C'est qui le professionnel ? Par exemple, nous avec Faire Salon, c'est une de nos tâches justement de décoder ce qui se passe au niveau européen pour l'expliquer aux marques et qu'elles puissent voir quelles législations vont les affecter, comment ça va se passer. Et après aussi, si elles ont des bonnes idées à faire valoir, elles peuvent aussi venir nous voir pour qu'on les fasse connaître des décideurs européens et qu'on puisse les aider à trouver des financements ou à participer à des projets comme c'est le cas de Soraya, par exemple. Ouais, c'est ça. Toi, tu connais les gens, tu connais les acteurs qui savent aider. Ok, c'est très intéressant. C'est vraiment l'idée de Faire Salon. C'est une idée qui est née lors de l'executive MBA, mais qui plus j'avance, plus me semble importante parce que je trouve qu'il y a vraiment un chaînon manquant entre l'industrie et les affaires européennes. Absolument. Et nous, ce qu'on veut faire avec Faire Salon, c'est vraiment aider les entreprises. Et peut-être aussi, je pense qu'il est aussi important de faire des formations auprès des écoles de mode pour déjà dès le début aussi les aider. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse et que nous souhaitons mettre en place. Absolument, je pense qu'il y a un vrai travail d'information en fait, d'éducation et de faire partage des informations. C'est aussi pour ça que tu es là ce matin et je te remercie pour toute cette pédagogie avec laquelle tu fais preuve pour nous expliquer tout ça. On parle ici de mode belge. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la mode belge ? Moi, je suis une grande fan de mode belge. Lorsque je travaillais pour l'ambassade d'Andorre ici en Belgique, j'ai passé plusieurs week-ends au musée d'Anvers, au musée d'Asselt. J'adore. Je trouve que les marques belges sont formidables, sont très créatives. Là, par exemple, j'aime beaucoup Dries Van Noten, mais j'aime aussi des gens comme Christian Winans, Anne de Meulemester. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites ici. Et j'étais au Belgian Fashion Awards et c'était formidable de voir la vitalité de tout cet écosystème.
Je suis d'accord, je trouve aussi c'est un secteur hyper dynamique qui bouge beaucoup. Justement, qui dans ce système si dynamique et passionnant souhaiterais-tu écouter à mon micro? Mais j'en ai déjà parlé quelque peu lors du podcast, mais je pense que Soraya Vancourt serait quelqu'un d'intéressant parce qu'elle a un profil de designer. Elle a fait la Cambre et là vraiment avec son studio, elle travaille vraiment à mettre en place des business models pour améliorer la circularité des vêtements. Génial. Et aussi insuffler ces idées de circularité au niveau de la société. Super. Et peut-être un autre aussi qui est plus... c'est peut-être dû à ma formation d'historienne et d'anthropologique, mais Julien Sanders, c'est quelqu'un qui a lancé un podcast qui s'appelle Sur le fil. Okay. Et qui interviewait les petites mains de grandes maisons de luxe, en France surtout. Mais là, plus récemment, il a fait un projet avec une de ses associées, qui est une revue et qui s'appelle Griffé. Donc, ça vient de griffe qui signifie étiquette. Et il a fait un numéro de cette revue sur la marque Margiela. Donc, je pense que ça va être difficile d'interviewer Martin Margiela. Je crois aussi. Mais je pense que ça peut être un bon point d'entrée à travers une marque aussi importante. Ouais, c'est ça. Et donc, il étudie, il parle avec les gens qui sont derrière le vêtement Margiela, quoi. C'est ça le... Il s'est rendu, par exemple, en Italie. Il est allé voir les personnes qui cousaient les vêtements, qui faisaient les patrons. C'est vraiment l'envers du décor. Génial. De la mode. Et donc, son podcast, c'est Sur le fil? Ça s'appelle Sur le fil. Et sa revue, c'est Griffé. Griffé. Ok, cool. Passionnant. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose à mon micro? Peut-être ajouter par rapport aux entreprises, dire que l'Union européenne aussi, elle a conscience qu'il y a des petites et moyennes entreprises. Ouais. Elle met en place des instruments, des outils, des lignes directrices. Et cela fait que certaines parties de la législation ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent pas encore. Ils vont donner plus de temps aux petites et moyennes entreprises pour l'appliquer. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de voir avec les spécialistes qu'est-ce qui s'applique ou pas à nous, à nos entreprises. Parce que tu as raison, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On peut pas mettre justement des gros groupes qui produisent des jupes à 8,99 €, des pulls à 25 € et imposer la même rigueur, les mêmes taxations, les mêmes amendes à des marques belges. Moi, toutes celles que je connais, elles produisent en Europe, elles vont sourcer leur matière en Italie. Enfin, je veux dire, il y a un vrai travail. Et on est d'ailleurs sur un autre niveau de prix. Et voilà, on peut pas les taxer de la même manière ou leur demander la même chose. Donc oui, je pense que c'est un effet. Et ce qui est inquiétant parfois, c'est de se dire que peut-être que ces gros groupes, c'est ceux qui auront les moyens de se défendre et que les petits ne l'auront pas. Donc voilà, dans quelle mesure. Mais donc c'est intéressant et rassurant d'entendre de ta part que les lois vont pas s'adapter pour tout le monde les mêmes, qu'il y aura aussi une justification entre petites, moyennes, grandes entreprises. Ou alors, si elles s'adoptent, il y aura des aides pour justement aider les petites et moyennes entreprises. Et ça peut être des lignes directrices, mais aussi des programmes, des fonds. Ouais. Il y a plusieurs aides. Il y a aussi une agence de l'Union européenne qui est dédiée aux PME. Okay. Donc voilà, c'est important de se manifester quand on est une PME. Ouais, bien sûr. Ok, et de venir vers toi. Voilà, on te retrouve où? Faire Salon, Margot, Alex. Alors, ça se dit Aleix, mais ça s'écrit A-L-E-I-X. Tout à fait. Donc, sur LinkedIn, mais où? Sur LinkedIn, Margot Aleix Mata. Donc, après Instagram aussi, fairsalon.eu. Super. Et voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. J'ai appris déjà énormément de choses. Je suis sûre que ça intéressera aussi plein d'autres personnes. Et je te remercie. Merci beaucoup, Astrid. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.